Salut à toutes et à tous et merci de regarder le troisième épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant qui pose un regard tranchant sur les grandes et les petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique. Cette chronique a été dans un premier temps diffusée dans Toujours Debout, notre quasi quotidienne d'infos et de combats. Et maintenant, après une période d'incubation, la voilà qui prend son envol. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager le lien de la vidéo YouTube et à faire connaître ce nouveau rendez-vous du média autour de vous. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théophile. On l'a dit la semaine dernière, tu organises ta chronique autour de 3 mini-rubriques, les tops et flops, au microscope et le coup de cœur. On va commencer par les tops et flops. Mais avant ça, tu as une petite mise au point. Oui, parce que je regarde, d'abord je vous remercie vraiment très vivement des nombreux commentaires que je peux voir fleurir, notamment sur la chaîne YouTube, et je tâche d'y répondre quand des questions sont posées. Et j'ai vu plusieurs remarques concernant la partie de la chronique sur Tréhard la semaine dernière, donc l'un des patrons du Figaro, l'organe central du RPR, comme je le qualifiais et que je le qualifie toujours, qui avait parlé de Rachida Dati en la qualifiant de beurette. Et j'avais fait un lien avec une enquête qui date de quelques années maintenant sur les sites pornographiques où cette requête était régulièrement soumise. Et une sociologue qui avait travaillé dessus avait relevé le côté raciste, à minima néocolonial. Et donc j'avais taxé Tréhard en parlant de beurette, de racisme latent. Et je voudrais préciser les choses. Évidemment, je ne parlais que de Tréhard. Quand on emploie le terme beurette, c'est pas forcément un terme raciste. On n'est pas coupable de racisme parce qu'on emploie le terme beurette. Par contre, Tréhard, lui, a un avis bien tranché sur les musulmans en général et les musulmanes en particulier. Je vous laisse écouter. Moi, je déteste la religion. Mais non, mais vous... Il m'est arrivé de prendre le bus en France, de prendre le bus ou un bateau où il y avait quelqu'un avec un voile et je suis descendu. Ah oui. Oui. Je refuse, parce que je vais vous dire une chose. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai entendu autour simple de cette voile, table, pas burqa, pas de ça. Non, un voile, oui, mais avec tout l'habillement, l'abaya qui allait avec. Quelque part, l'utilisation de ce mot, le mot beurette, cache une forme de détestation de celle qui n'est pas une beurette, c'est-à-dire celle qui est voilée. Voilà, alors son rapport au voile, vous l'avez entendu, est très particulier puisqu'il va jusqu'à descendre d'un bateau, parce qu'il aperçoit une femme voilée. D'un bus ou d'un bateau ? Les deux. Un bus et un bateau, personne ne fait jamais ça. J'invite évidemment les femmes voilées qui nous regardent à prendre plus régulièrement le bus et le bateau. Alors, tu as un seul top aujourd'hui. Oui, un seul top. Malheureusement, il n'y a pas de bonne nouvelle. Il n'y a pas de si bonne nouvelle que ça. Alors, c'est David Antonelli. Vous devez vous en rappeler. Il avait sur le plateau d'I24 News dit qu'il s'en fichait éperdument des 2 millions de Gazaouis, sous-entendu avec un ton très très vindicatif. Sous-entendu, ils peuvent mourir, ils peuvent crever. Hein, soyons clairs. Ça n'est pas mon souci. Moi, ce que je veux, c'est qu'on récupère Gaza. Donc, cette espèce de personnage d'origine corse qui est journaliste. Oui, qui est journaliste officiellement et qui est un néoconverti. Alors, je le précise, néoconverti au judaïsme. Je le précise parce que parfois, les néoconvertis sont les plus virulents et c'est son cas. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un top, il n'est pas vindicatif du tout, il pleurniche face caméra parce qu'il a été viré d'I24 News et il y a eu plusieurs signalements à l'Arcom, alors peut-être que ça a joué, on le saura un jour, mais en tout cas, il n'est plus chroniqueur sur I24 News et on apprend au détour d'un de ses propos, dans une vidéo qu'il a tournée lui-même, on apprend qu'il était rémunéré pour sortir ses horreurs chez I24 News et que maintenant, donc, il n'a plus de revenus. Et qu'est-ce qu'il a fait comme tout bon militant d'extrême droite? Il a ouvert sa cagnotte. Alors pourquoi faire? Pour pallier le manque d'argent, évidemment, dû à son départ d'I24 News, et puis pour payer des avocats, pour établir son honneur et se battre pour la liberté d'expression et contre la censure. Ça sent un peu l'arnaque, j'aimerais bien, alors je ne vais pas vous montrer parce qu'on ne va pas faire évidemment de promotion pour sa cagnotte et ce triste personnage, mais j'aimerais bien connaître le profil des gens qui vont se faire avoir et qui vont donner de l'argent en contrepartie de rien, puisqu'il y a très peu de temps, I24 News a indiqué qu'elle allait prochainement fermer ses bureaux parisiens, donc je ne sais pas où est-ce qu'il veut revenir. Il y aura peut-être une chaîne poubelle qui va le recueillir quelque part, mais enfin en tout cas à mon avis ce sera plutôt gratuitement et donc les gens qui vont donner de l'argent seront à mon avis un peu gros gens comme devant.
Et tu as, c'est le cas de le dire, une flopée de flops cette semaine et plusieurs d'entre eux ont un point commun, l'exaltation de ce que tu appelles l'entre-soi. Oui, ce qu'on dénonce de manière assez récurrente ici, alors a trouvé son apogée. Alors je vais être très franc avec vous, très honnête. Au début, j'ai cru à une blague. J'ai vu débarquer sur les réseaux sociaux les photos de Gérard Larcher et Brune Pivet, côte à côte, hilar, recevant un prix. Et en fait, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, pardon. Sénat. Et en fait, c'est un fait. Ils ont reçu un prix du trombinoscope. Et là, effectivement, comme tu le dis, ça regroupe tout l'entre-soi d'éditocrates qui remettent des prix à des politiques qui sont censés normalement suivre et critiquer. Je vous laisse regarder un court extrait de cette remise de prix, on en reparle juste après. Les relations entre le Sénat et l'Assemblée nationale sont excellentes et nous avons une continuité de dialogue entre le président et moi-même, quelles que soient les circonstances. Effectivement. Ah, c'était pas du tout une fake news. Larcher, je rappelle que son fait d'armes récent, c'est le fameux « ferme ta gueule » adressé à Mélenchon, et que Brune Pivet, elle, à l'Assemblée nationale, a sanctionné, rien que pour le mois de décembre, elle a sanctionné 7 députés, dont 6 NUPES. C'est assez étonnant. Normalement, alors je le rappelle quand même, il y a une espèce d'impartialité quand on est président de l'Assemblée nationale, et elle explose tous les codes, puisqu'elle prend fait et cause pour son parti, en l'occurrence Renaissance, et n'hésite pas à rentrer dans le lard de l'opposition, en l'occurrence en opposition de gauche, puisque on sait, notamment par un papier signé Niels Wilk que j'avais lu il y a quelque temps dans un journal qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui et qui rapportait vraiment la proximité de Brune Pivet avec certains élus du Rassemblement national. Donc c'est vraiment un choix politique et délibéré de sa part. Ruth Elkrief aussi, elle est dans ton flop, je ne sais pas combien aujourd'hui, puisque tu ne peux pas faire d'émission sans penser à ta Ruth préférée. Oui, ma queen. Alors, on avait la semaine dernière parlé d'Aurore Berger, qui était venue chez Aziza, flinguer les associations féministes qui seraient soupçonnées, là, il n'y a pas de critères particuliers, de ne pas avoir pris assez position face au massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. Et donc, elle est venue chez Aziza quand même tacler les féministes, un petit peu, quand on connaît le pédigré d'Aziza, c'est un petit peu étonnant. Et bien, elle s'est fait évidemment tacler. On lui a reproché, les associations féministes ont dit que c'était pas à elle de décider, c'est pas son argent, c'est la liberté doit être totale et l'indépendance des assos féministes doit être parfaitement soutenue par le gouvernement. Et donc, c'est ma queen, Ruth Elkrief, qui est venue à son secours. Je vais vous laisser écouter un extrait. C'est vraiment, vraiment très troublant d'être à ce point-là dans l'accompagnement du pouvoir quand on est censé le critiquer. Je le répète. Je vous laisse écouter. Je voudrais saluer le courage et le signal politique fort qu'a lancé Aurore Berger d'un féminisme universaliste qui refuse de trier parmi les victimes. Et même si c'est de l'ordre du symbolique, on va y revenir, c'est un acte de courage parce que depuis cette annonce, Aurore Berger a été l'objet de nombreuses attaques et insultes inacceptables. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Dimanche dernier, elle a annoncé qu'elle supprimerait les subventions aux associations féministes qui auraient tenu, je cite, des propos ambigus sur le 7 octobre. Elle faisait allusion à des propos niant le viol des femmes israéliennes ou glorifiant l'attaque du Hamas. Elle a demandé une étude à son administration pour recenser les différents propos et elle remarque, si le drame du 7 octobre s'était passé ailleurs, est-ce que les réactions auraient été plus fortes ? Je le crains. Alors, comme dirait, je reste sans voix, comme dirait Thierry Pelletier, qui est un internaute belge qui nous suit régulièrement et que j'apprécie beaucoup. Magnificat en secula, on ne peut que la magnifier pour les siècles des siècles, tant elle fait d'efforts. Amen. Et Amen. Désormais, on revient sur la fameuse famille Duhamel, Saint-Cric, Oudéa, Castéra. Et ça ne s'arrêtera jamais, c'est un jour sans fin. Et au cours, c'est les feux de l'amour, quoi. C'est à peu près ça. Alors qu'on commence à s'y perdre un peu, on ne sait plus qui est qui, mais ça dure des mois, depuis des mois maintenant, et ça continue, puisque dans quelle époque la dernière mouture de l'émission de Boboland, l'espèce de touche pas à mon poste pour Bobo, on lui a reposé la question sur sa nièce, donc Oudéa Castéra, et il l'a défendue d'une manière assez grossière, je trouve. Je vous laisse écouter ce très court extrait. Elle a fait des erreurs et en même temps, elle vit des moments très difficiles. Le fantasme total dans la presse, né millionnaire, ce qui est complètement absurde.
grandi dans les beaux quartiers, ce qui est complètement absurde. C'est ma nièce, je sais où elle a grandi, au Perreux-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Il dit qu'elle n'est pas née dans les beaux quartiers, elle n'a pas grandi dans les beaux quartiers de Paris. Il prend l'exemple du Perreux-sur-Marne. Alors, c'est tellement hors sol que je suis obligé de rectifier son propos. Le Perreux-sur-Marne, donc c'est dans le Val-de-Marne. Alors, le Val-de-Marne, évidemment, on peut penser au sud du département. Enfin, là, c'est quand même la 7e commune la plus riche du 94. Et ça m'a renvoyé vers un sketch ou une sortie, je ne sais plus exactement, de Guy Bedos, qui critiquait en son temps Paris, en disant que Paris, c'est trop cher, on ne peut plus acheter, on ne peut plus rien faire. Et il dit, moi-même, j'ai dû m'exiler et partir en banlieue, en l'occurrence à Neuilly-sur-Seine. Et donc Neuilly-sur-Seine n'est pas très loin, j'imagine, en termes de revenus par tête d'habitant, du Perreux-sur-Marne. Donc c'est assez grossier et je tenais à le souligner, à le corriger. Et Nicolas Maillard-Rossignol, le socialiste, a également les faveurs de ton flop X. Oui, parce que le maire de Rouen, qui aspirait à prendre la tête du Parti socialiste, donc aspire à des postes nationaux, voire même peut-être à être candidat à des élections nationales, Maillard-Rossignol s'est retrouvé face à Abnous Chalmani, vous savez, la fameuse journaliste iranienne qui collabore à Franc-Tireur, donc tout ce qui est printemps républicain. Enfin, je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc Abnous Chalmani l'a recadré alors qu'il parlait de la situation à Gaza, et au lieu, on pourrait s'attendre de la part d'un homme politique de cette envergure à ce qu'il affirme ses convictions, un petit peu comme l'avait fait Villepin, mais là, pas du tout. Il va se coucher littéralement et voire même opiner du chef avant de regarder ses chaussures. Je vous laisse écouter cet échange extraordinaire. Je ne suis pas sûr que massacrer des civils soit la meilleure façon. Ah, il ne massacre pas des civils. Alors attention. L'armée israélienne fait tout pour éviter de massacrer des civils. C'est des dommages collatéraux. Je sais que c'est extrêmement difficile à entendre, mais entre des terroristes qui viennent sur un territoire et qui volontairement tuent des femmes, des hommes, des vieillards, des enfants, mais parce qu'ils sont juifs, et une armée qui essaye d'éviter au maximum de tuer des civils, mais qui sont utilisés comme boucliers humains par le Hamas, c'est quand même pas la même chose. Ça donne le même mort, et les morts ont tous la même valeur. Ça n'est pas ce que j'ai dit, mais ils viennent, l'armée israélienne ne va pas massacrer des civils. C'est évident. Oui, sauf qu'à la fin, on se retrouve avec de plus en plus de morts. Et c'est ce chemin-là. Ah oui, ça c'est la tragédie de la guerre, bien sûr. Courage, fuyons. Ah, le courage en politique, faites homme. Et tu veux également nous parler des lapsus. Tout acte manqué est un discours réussi, dit-on, et peut-être que certains lapsus sont plus révélateurs que d'autres. Oui, parce que personne n'est à l'abri d'un lapsus. On peut tous faire un lapsus. Sauf que là, on est dans quelque chose, dans une guerre de mots, dans une guerre de logorée, et on se trouve tellement noyé que notre confrère Axel de Tarlet, sur France 5, y est allé de son très, très gros lapsus, avec l'impression forte, mais je peux me tromper, c'est une impression personnelle, qu'il est tellement imbibé d'éléments de langage de l'armée israélienne qu'il en est venu à dire ceci. Depuis les attaques du 7 octobre, les terroristes palestiniens vivent au ralenti. L'activité économique en Cisjordanie, depuis l'attaque du 7 octobre, les territoires palestiniens vivent au ralenti. Effectivement, c'est corsé, mais on va aux États-Unis. En tout cas, on se rapproche d'une journaliste qui est spécialiste des États-Unis, Laurence Haïm. Alors, Laurence Haïm, donc, elle a été longtemps correspondante aux États-Unis. Alors, il suffit de lire ses messages sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que parfois, on ne sait plus trop où elle veut aller, on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. Et malheureusement, comme les élections américaines approchent, on va la voir de plus en plus régulièrement sur les plateaux. Donc, je vous invite, alors peut-être que vous la connaissez. Heureusement, malheureusement, Mourad. Ouais, plutôt malheureusement, parce qu'elle tient des discours complètement lunaires parfois, et celui-ci, alors très honnêtement, ça concerne la manière dont les événements à Gaza sont perçus aux États-Unis. Je n'ai absolument rien compris, y compris le lien qu'elle fait avec la guerre du Vietnam. Je vous laisse écouter. Alors franchement, il ne faut pas avoir peur des mots là. S'il y a de l'antisémitisme, comme l'Amérique n'en a jamais connu, et notamment sur les campus américains, avec une parole qui est complètement libérée de la part d'une jeune génération qui reconnaît, et ils le disent maintenant, et c'est ça qui est tout à fait stupéfiant, ils disent ce qui s'est passé à Gaza, c'est notre guerre du Vietnam. Et ce sont des gens qui sont encore et toujours une minorité, mais qui sont extrêmement activistes, qui savent très bien utiliser les réseaux sociaux et qui entendent défendre la politique palestinienne sur les campus américains, ce
ce qui ne s'était jamais vu. Alors, ce que fait Laurent Saïm, c'est que ça vient aussi illustrer la nécessité pour les chaînes en continu, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de flops sur les chaînes en continu, d'informations en continu, parce qu'il y a un remplissage qui oblige à tenir ce genre de discours, c'est-à-dire qu'on ne sait rien, on ne sait pas ce que ça représente, on ne sait pas si c'est la majorité des étudiants, si c'est sur plusieurs campus. Le lien avec le Vietnam, c'est la première fois et la dernière fois que j'en ai entendu parler. Donc voilà, je trouve ça dommageable, et par essence, j'ai envie de dire, les chaînes d'infos en continu auront toujours ce travers-là tant qu'ils ne prendront pas un peu de recul sur l'information et les faits. Et à propos de recul sur l'information et les faits, on a beaucoup parlé il y a quelques mois de l'histoire sur les bébés décapités à l'occasion de l'attaque du 7 octobre par le Hamas, perpétrée par le Hamas en Israël. Et tu voulais revenir là-dessus également. Oui, parce que là, c'est quasiment un cas d'école, cette histoire de bébé décapité, qui a été donc information entièrement portée par l'armée israélienne, l'armée d'occupation israélienne, qui a été reprise par les médias sans aucune vérification. Et c'est seulement à partir du moment où Haaretz, le grand journal d'opposition israélien, a mis en doute cette version que, effectivement, les médias ont arrêté d'en parler. Mais regardez ce petit montage et écoutez surtout ce que va dire la porte-parole de l'armée israélienne à la fin. C'est très, très significatif de ce qui se passe en ce moment en termes de propagande. Je vous laisse écouter. C'est un plan média, vraiment organisé par Tsahal, par l'armée israélienne, pour montrer l'indicible. Écoutez, je vais vous dire ce qu'ont dit les reporters qui ont vu les images. Les enfants et même les bébés ont été tués également. Et de quelle manière ? Des femmes, des enfants, 40 bébés décapités. Des femmes, des enfants, des bébés décapités. Elle a reçu une balle dans le dos et elle protégeait son bébé. Un petit bébé d'1 ou 2 ans. Un bébé qui a été décapité. Des bébés décapités, vous nous confirmez cette information, et de nombreux bébés décapités ? Oui, c'est une information que j'ai énormément de mal à confirmer. Mais elle est malheureusement vraie, des maisons brûlées, des bébés décapités. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Je ne peux pas confirmer, mais malheureusement, c'est vrai ». Et les journalistes en plateau se contentent de cette citation qui est complètement hors sol, puisque à partir du moment où elle ne peut pas le confirmer, c'est que malheureusement, il est fort possible que ce ne soit pas vrai et que ce soit un élément de langage. Ton dossier du jour, ta rubrique Au microscope, tente de répondre à une question que se sont posées plusieurs hommes politiques, intellectuels, hommes et femmes politiques, intellectuels ou militants de gauche. Au moment où le Conseil d'État secoue la planète sénuise, faut-il aller sur les plateaux estampillés droite, extrême ou extrême droite, et pour y faire quoi ? Alors, c'est évidemment la décision du Conseil d'État qui a mis le feu aux poudres, puisqu'ils se sont déchaînés pendant des heures et des heures sur les chaînes concernées, à savoir CNews en priorité. Et donc, on a eu droit à des grands discours de Pascal Praud, des grands discours d'indignation de Ferrari, et ainsi de suite. Et je vais vous montrer le point d'orgue. Ça a été au moment où Deloire de Reporters sans frontières s'est rendu sur le plateau de Pascal Praud. Je ne sais absolument pas ce qui lui a pris d'aller dans cette galère, mais enfin il y est allé. Et voilà comment il a été reçu et quelles accusations a bien pu proférer Pascal Praud. Je vous laisse écouter. Quand Madame Binet, Sophie Binet, voit un micro de CNews et qu'elle refuse de parler, je fais comment ? Quand j'invite Sandrine Rousseau tous les jours et qu'elle ne vient pas, je fais comment ? Et quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais comment ? Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils ne veulent pas venir ? Parce qu'ils ne veulent pas parler à Éric Nolot. Ils ne veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, de pluralisme, c'est eux qui veulent pas venir. Il en forme, le Pascal. Ah là, c'est pour lui, je crois que c'est un cadeau. C'est un cadeau, la victimisation, c'est aussi, ça fait partie des cordes qu'il a à son arc. Alors Praud dit très clairement à Philippe Deloire qu'il lance des invitations à des gens très méchants, comme Sandrine Rousseau et d'autres, Mélenchon, et qui refusent de venir sur son plateau. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand effectivement des gens de gauche, ou qui ont le cœur à gauche, des progressistes, viennent sur son plateau ? Voilà comment ils sont accueillis. Je veux bien qu'on ait des débats ensemble, mais quand on vous interrompt, faut que vous arrêtiez de parler. Enfin, vous vous rendez compte les arguments que vous donnez ? Mais faut apprendre aux gosses de 18 ans à prendre des notes. Oui. Mais enfin, vous êtes des enfants. Faut être sérieux. Ça n'a rien à voir avec le stationnement. Vous me répondez 40 000 morts et je vous dis que ça... Enfin, c'est insupportable. Eh bien, non, c'est insupportable de répondre comme ça. Je vous parle d'une amende à 50 € et vous me dites qu'il y a 40 000 morts en France. Comment voulez-vous que vous soyez crédible ? Je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. Alors, c'est intolérable. Okay. Bon, non, c'est intolérable. Personne ne. Mais pourquoi vous partez ? C'est hallucinant. C'est pas une émission de débat normalement. C'est pas une émission où on a le droit de répondre.
Là, vous êtes sur votre public. Mais je suis pas et sur ça, mon c'est public. Pas bien. Vous êtes en train de Pascal, prendre en otage notre émission. Mais je vous demande de vous taire. Je vous demande de vous taire. Mais depuis Clément. tout à l'heure, je vous demande 2 minutes pour vous répondre. Vous m'invectivez, je veux vous répondre et vous m'autorisez pas. Et après, vous appelez ça une émission de débat? Clément, vous êtes écoutez, justement insupportable. Mais je vous demande. Mais si vous m'aviez laissé répondre, on aurait terminé depuis 10 minutes. Je veux pas que vous répondiez. Vous voulez pas que je réponde? Non. Mais c'est plus une émission de débat. Alors si vous n'êtes pas content, vous partez. Bon, si on aime souffrir, si on a il y a un côté masochiste. La culture du martyr, pourquoi pas, enfin? Très clairement. Alors, sur ce dossier-là, il y a nos confrères d'Arrêt sur Image qui ont beaucoup écrit. Et j'ai donc appelé la rédaction et l'un des journalistes a accepté de répondre à mes questions. Je l'ai eu en visioconférence, donc on va regarder son analyse. De la part de Pascal Praud, reprocher aux gens donc, qu'il a cités, qui sont des gens apparentés, qui sont des gens de gauche, de ne pas venir sur son plateau, c'est à minima hypocrite, parce qu'effectivement, à une certaine époque, entre 2017 et 2019, effectivement, des gens dits de gauche sont venus, souvent même sur son plateau, mais pour la plupart du temps se faire insulter. iTélé, puis CNews, a effectivement tenté, dans un premier temps, pour être parfaitement honnête, de tenir une certaine ligne pluraliste en invitant des gens de différentes sensibilités politiques, on va dire. Bon, ce qu'on constate effectivement à Arrêt sur Image, c'est que cette question, quand on est de gauche, d'aller oui ou non sur les plateaux de Pro, mais plus globalement de CNews, elle se pose depuis 2017. Elle se pose donc aux élus de gauche, mais elle se pose, nous on la pose aussi depuis 2017 parce qu'on pense que journalistiquement elle est intéressante. Et en fait, on voit quand même une évolution. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même que les plateaux de CNews se sont eux-mêmes radicalisés entre 2017 et aujourd'hui, et que de la même façon, la réflexion des élus de gauche ou des gens qui sont présentés comme des gens de gauche a évolué aussi. Alors, ne pas aller sur les plateaux et sur les chaînes d'extrême droite, c'est une chose, notamment CNews. Il y a une autre question sous-jacente, évidemment, qui se pose, c'est celle de savoir s'il faut ou non, on en a déjà parlé ici, renouveler la convention Arcom de la chaîne CNews. Robin Andraca nous explique les enjeux et nous donne son point de vue. La question n'est pas inintéressante, à savoir est-ce que CNews respecte ses obligations en matière de pluralisme, quelle que soit la personne ou en l'occurrence c'est RSF qui a posé la question à l'Arcom, qui est l'autorité de régulation de l'audiovisuel, et qui lui a dit en gros vérifier que CNews fait bien le taf en termes de pluralisme, parce que nous, il nous semble quand même que, et c'est pas les seuls, que ça penche quand même nettement à droite. Effectivement, c'est une analyse qui nous permet de nourrir notre réflexion, une réflexion que celles et ceux qui nous regardent peuvent poursuivre en commentaire, puisqu'il a été dit que Mourad regarde et répond quand il le peut à vos commentaires. Merci Mourad, mais avant de terminer, place à ton coup de cœur. Alors, je vais sortir la brosse à reluire parce que je voudrais, cette fois-ci, alors ce ne sera pas un bouquin, ce ne sera pas un CD, ce ne sera pas un blog, c'est simplement des êtres humains normalement constitués et qui constituent les équipes du Média TV que je côtoie depuis quelques mois maintenant. Et je tiens à dire que, alors, on ne les voit pas, vous ne les voyez pas, moi je les vois, ils sont derrière, ils s'agitent. Alors, ils s'agitent avant pour préparer les émissions, ils s'agitent pendant et ils s'agitent après pour une espèce de service après-vente technique. Et donc, voilà, je tenais à dire, vraiment à les remercier très chaleureusement. Sans eux, il n'y a pas de chaîne et il y a surtout pas la chaîne qui est devenue le Média TV. Et sans eux, moi, je devrais faire mes chroniques depuis Dubaï sur une chaîne TikTok en refourguant des codes promo à la con. Donc vraiment, je tenais à les remercier très chaleureusement, leur dire qu'ils sont vraiment très sympas, très accueillants. Et ce que je dis est totalement gratuit. Ils ne sont pas obligés de continuer à m'applaudir quand j'arrive dans les studios, ni à me tenir la porte avec déférence quand je quitte les locaux. Donc vraiment, merci à eux. Ni à te prêter des cigarettes. Ni à me prêter des cigarettes. Enfin voilà, il y a toute une série de choses qui sont parfois un petit peu déranchantes quand même. Merci Mourad et merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur le canal 350 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, on le rappelle, ne vit que des dons et des abonnements de soutien de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, faites un geste, allez sur lemediatv.fr/soutien et donnez-nous de la force. Donnez-vous de la force à vous aussi. Restez connectés aux médias.